comment on fait une publication dans un journal? Comment ça se passe? C'est quoi une publication d'abord? Ou bien quelle est l'utilité d'une publication d'un article dans un journal scientifique, bien sûr. Quelle est son utilité? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Vous m'entendez? C'est mon fait, hein? Bekir, Rabia, Oussama, Bilal, Raouf, Nasreddin. Vous entendez? Ah, très bien. Alors, Naoud, pour brièvement, la publication, c'est lorsqu'on a besoin lorsque vous serez, Inch'Allah, doctorant, ou bien pour faire une habilitation dans le cursus universitaire, surtout pour les enseignants, pour passer d'un grade à un autre, il leur faut une publication, ou bien pour soutenir leur doctorat, il faut une publication, et ils vont faire un travail, ils vont le publier dans un journal. Lorsqu'il sera accepté la publication, maintenant, on vous autorise à soutenir ou bien à avoir une réhabilitation. Pour cela, bien sûr, pour faire un travail, il vous faut des données. On a vu comment la dernière fois, comment on traite les données. Il faut qu'elles soient des données fiables. Il faut aussi que si on fait des protocoles expérimentaux, on doit les mentionner. Si on a fait une étude bibliographique, je dois citer les auteurs Kemel, je dois mettre leurs références, ainsi de suite. Maintenant, quelles sont les conduites inappropriées? Quelles sont les conduites qui ne sont pas acceptées? Et c'est pas seulement ils ne sont pas acceptés, mais ils peuvent être, vous pouvez être sanctionné à partir de ces résultats, à partir de ces conduites. Par exemple, premièrement, l'interprétation volontairement faussée de données pour obtenir le résultat souhaité. Des fois, on fait le travail terrain, on obtient un résultat, mais malheureusement, le résultat qu'on a obtenu, c'est pas le résultat souhaité. Ça a donné autre chose. Alors là, on commence une interprétation fausse du résultat. On essaye de camoufler l'erreur qu'on a fait ou bien on n'est pas arrivé à un résultat. Donc, on fait une fausse interprétation de ce qu'on a fait. La deuxième, c'est la présentation ou bien la citation intentionnelle de manière erronée des travaux de concurrents. La présentation ou bien la citation. La citation, il faut citer. Si par exemple, j'ai travaillé sur tel article, ou j'ai travaillé sur un livre flâné, ou sur la thèse d'un étudiant en master ou en doctorat, j'ai pris une partie de son travail, ou de le citer. Travail. Je vais juste faire un copier-coller sans citer le travail, il lui revient. La citation intentionnelle, je tire profit des travaux des autres, mes concurrents, les gens qui travaillent dans le même domaine. Là, ce que je fais, je vais tirer ce qui me semble bon, je vais tirer dans les données ou bien les informations que j'ai besoin de leurs travaux et je vais pas en parler de ces personnes-là. C'est-à-dire, je le fais exprès, je ne vais pas les citer. On l'appelle la citation d'une manière erronée. Je vais enlever, je vais pas parler d'eux. Alors que là, j'ai travaillé, c'est à partir de leurs travaux que j'ai obtenu un résultat, ou bien j'ai suivi leur méthodologie, et ainsi de suite.
alors exprès, je ne vais pas les citer, comme si je veux dire, je veux montrer à tout le monde que le travail, c'est mon propre travail. C'est tout à fait normal pour faire n'importe quel travail de qualité, on va faire beaucoup de recherches. Il faut voir ce que les gens ont fait, que ce soit en Algérie ou tous les autres pays. Et on essaie de se placer, c'est-à-dire de suivre le même axe, ou bien même si je trouve un autre résultat, mais c'est un résultat qui est logique. À chaque fois que vous allez, c'est-à-dire que vous allez fournir beaucoup d'efforts, vous allez faire un bon travail. C'est sûr. Maintenant, la troisième, est-ce que c'est bon jusque-là? Vous avez des questions? Voilà, نكمل. Allez, Normalement, c'est bon, là. merci Nasser Eddine. نرجع Maintenant, la conduite, parmi les conduites inappropriées, les retouches d'image. Par exemple, lorsqu'on veut mettre une image dans notre travail, il n'y a pas de mal à ça, mais il faut citer la référence. Par exemple, si une photo, là, ce n'est pas vous qui l'a faite, cette photo, même si vous qui a photographié l'image de la photo, vous devez mettre vous devez mettre le nom d'Aircom et la date de la prise de cette photo. La même chose pour les images. Les images, ce sont des images qui ont été faites par d'autres personnes. Il n'y a pas de mal si je prends cette image, je vais faire le travail, mais bien sûr, il faut citer la source de cette image, elle revient à son auteur. Les retouches d'image, c'est qu'on va essayer, on va prendre une image et on va, par exemple, on va essayer de la rogner, de changer un peu pour, comme ça, je fais semblant que l'image, c'est la mienne. Je n'ai pas copié d'autres revues ou bien une thèse et ainsi de suite. D'accord? À chaque fois que je dois mettre une image, je dois citer la source. Sinon, c'est du copiage. Vous avez volé le travail de quelqu'un d'autre. Maintenant, on va voir l'omission délibérée des contributions d'autres auteurs dans les références. C'est la même chose. Elle a une relation avec je vais omission délibérée, c'est que je ne vais pas mentionner les auteurs sur lesquels j'ai pris les références, sur lesquels j'ai travaillé sur leurs travaux. Donc, je dois les mentionner. Le cinquième point, c'est les indications incorrectes sur le stade d'avancement de la publication de ses propres travaux. Exemple, manuscrit soumis alors qu'il n'a pas été mentionné en cours de publication, alors que le manuscrit n'a pas encore été accepté. Généralement, comment ça se passe lorsque maintenant vous avez fait un travail, vous voulez le publier? Vous allez l'envoyer, vous allez choisir une revue et vous allez lui envoyer votre travail. La revue, premièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le travail pour ce qu'on appelle un comité scientifique. Le comité scientifique, il va voir le travail, le contenu. Est-ce qu'il est acceptable ou bien il n'est pas acceptable? Sans aller dans les détails. C'est-à-dire, d'une façon générale, est-ce que le travail que vous avez fait, il est bon ou il n'est pas bon? Sans aller dans les détails. S'il est accepté, maintenant, ils vont choisir des gens, c'est-à-dire des professeurs généralement, pour leur donner votre travail. Et c'est à eux de lire le travail, de le voir, de les critiquer, de voir est-ce que c'est un bon travail, s'ils ont des réserves ou pas. Vous suivez jusque-là?
Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. Très bien. Maintenant, si le travail, il se peut que dès le début, une fois que vous avez envoyé le travail, il n'est pas accepté. يعاودوا يرجعوا لكم هذا الترافاي تاعكم هذا la revue, ils vous disent بلي le travail هذا il n'est pas accepté. معناها sans le faire passer pour d'autres lecteurs ou faire analyser le travail, il est refusé. Donc, maintenant, le travail تاعكم n'est pas bon. Il faut le revoir, il faut travailler plus, il faut essayer d'améliorer. Certains chercheurs ils vont améliorer le travail تاعهم يعاودوا يبعثوه la même revue. D'autres non, ils vont garder le même travail avec, ils vont l'envoyer à une autre revue scientifique. C'est pour ça, là, on vous dit par exemple, là, vous allez dire, c'est pour ça qu'on dit que le manuscrit, ou l'article, ou bien le travail que vous avez envoyé, il est soumis. Maintenant, il est soumis à la critique. C'est bon, il a été accepté par le journal HAVA. Ils vont le soumettre à un comité, c'est-à-dire aux gens concernés, aux gens connaisseurs du domaine du thème de recherche تاعكم. Ils vont aller dans le détail, est-ce que vous avez ils vont faire des réserves, ils vont l'accepter, même le refuser, ils vont vous demander d'améliorer, d'apporter d'autres modifications. Là, on peut parler, le manuscrit, il est soumis. Maintenant, il est soumis à la critique. Ou bien, qu'il y a une autre mention, des fois vous trouvez, il est en cours de publication. En cours de publication, le travail, le manuscrit, ça y est, il est passé par les lecteurs, les gens spécialisés dans le domaine. Ils ont donné leur accord, peut-être des fois qu'ils envoient des réserves, des réserves que vous allez améliorer, que vous allez modifier. La revue, une fois accepté, ils vont le publier. Pour le publier, ça prend un peu de temps, c'est pas tout de suite, c'est pas on l'accepte aujourd'hui, dans la semaine d'après ou bien dans le mois d'après, on va le publier. Parce que la publication, ça se fait, on va rassembler beaucoup de travaux, beaucoup de gens, dans une revue. On va les publier dans une revue. D'accord? Parce que vous serez dans une année, vous allez passer le concours de doctorat, vous serez accepté. Et donc, vous allez travailler sur la première des choses à faire, c'est faire son article. Donc, c'est essayer de travailler et de présenter votre travail. Comment le présenter? C'est de l'envoyer à une revue pour le publier. Donc, c'est la clé pour avoir pour pouvoir soutenir le doctorat. D'accord, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est bon. Je pense quand même. Voilà, maintenant on va passer l'autre conduite inappropriée, c'est l'obtention abusive du statut de co-auteur d'une publication sans avoir apporté de contribution à la recherche. هذه وش معناها le mot هذا la phrase هذه. Elle veut dire quoi? L'obtention abusive du statut de co-auteur d'une publication sans avoir apporté de contribution. Déjà, c'est quoi un co-auteur? Un co-auteur. C'est quoi un auteur et c'est quoi un co-auteur? Pas de réponse?
vous êtes là ou pas? Est-ce que vous entendez? Personne ne répond alors. Mounir, Mohamed, Moussa, Nasreddin, Oussama, Bekir, est-ce que vous êtes là? Oui, madame, oui. Vous êtes présent absent ou bien vous êtes absent? Ou bien vous êtes en train de manger apparemment. Alors, là, je vais continuer quel que soit, je vais continuer mon cours. Je vais aller, donc, un auteur, c'est, lorsqu'on parle d'auteur, il y en a, c'est celui qui a fait un travail, c'est lui qui a fait le travail, et cet article, c'est l'auteur, c'est lui qui l'a fait, qui l'a écrit, ainsi de suite. Le co-auteur, il se peut qu'il y ait plusieurs, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs chercheurs, ils vont faire un travail, ou bien ils vont aider le chercheur à faire son travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font généralement? On met l'auteur principal et le co-auteur, c'est quelqu'un d'autre qui l'a aidé pour faire ce travail. Je dois aussi, le co-auteur, donc je dois mentionner aussi son nom. Des fois, parmi les conduites inappropriées, il y a des fois, on exige, les étudiants, de mettre un nom de quelqu'un, alors que celui-ci n'a pas contribué à cette recherche. Donc, c'est une conduite qui est inappropriée, voilà. L'autre conduite, c'est l'omission des noms de collaborateurs du projet ayant apporté des contributions essentielles. Des fois, c'est le contraire. Il y a maintenant des gens qui vous ont aidé pour faire le travail pour faire cette recherche, mais tout le monde, vous n'allez pas les citer. Ça y est, vous avez tiré profit de ces gens-là. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'eux, donc vous n'allez pas les citer. Et ça ne se fait pas. Éthiquement, ça ne se fait pas. Si quelqu'un vous a aidé, la moindre des choses, il faut le citer son nom. C'est la moindre des choses. Maintenant, on a la mention sans son accord d'une personne en qualité de co-auteur. Des fois aussi, il y a des chercheurs pour le travail, leur travail, ou bien pour donner une évaluation ou bien de l'importance à leur travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des notes des enseignants, des professeurs, ils vont mettre des enseignants, ils sont connus, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont publié beaucoup d'articles. On va mettre leur nom sans qu'ils soient d'accord ou bien sans qu'ils soient au courant. C'est une conduite inappropriée. Une fois que la personne elle s'aperçoit que son nom il existe ou bien il figure dans un article où il n'est pas au courant ou bien il n'était pas d'accord, c'est son plein droit. Il va comment dire, il va vous dénoncer et vous allez avoir des problèmes. Même si votre article a été publié, on va le retirer parce que vous avez cité une personne sans son accord. La dernière conduite inappropriée, c'est la dissémination de conflits d'intérêts pouvant influencer l'évaluation des résultats. Premièrement, le conflit d'intérêts, on l'a vu déjà, le conflit d'intérêts, c'est-à-dire lorsque je dois prendre, je travaille dans le domaine. Vous avez fait un travail, par exemple, vous avez trouvé des résultats,
peut-être que vous avez trouvé des résultats qui n'ont pas été trouvés auparavant. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On essaye de on essaye de vous voler, ça dépend de qui. On essaye de vous voler le travail. Peut-être on va vous désorienter. On vous dit que le travail, ce que vous avez fait, ce n'est pas bon, personne ne s'intéresse. Voilà. Alors, ensuite, la personne, elle va prendre le travail comme peut-être, mais vous lui avez donné une idée. Donc, elle va travailler encore à le résultat que vous avez trouvé et ensuite, elle va se l'approprier. Yani, elle va dire que le travail, c'est le mien, c'est pas le vôtre. Maintenant, j'ai un intérêt pour vous désorienter. Je ne vais pas, comment dirais-je, je vais vous faire changer d'avis sur votre travail. J'ai un intérêt personnel. C'est pour ça, on dit que non, le travail n'est pas bon, il faut avoir autre chose. Donc, c'est le conflit d'intérêt. J'ai un intérêt, donc je vais vous désorienter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent sur les conduites inappropriées? Non, madame. C'est clair? Oui, c'est Très clair. bien, très bien. Donc, je passe, Kamel. Parce que les conduites, vous allez les voir, vous allez les rencontrer, donc il faut être au courant. Donc, personne, on dit que la loi ne protège pas les ignorants. Donc, il faut être quels sont vos devoirs et quelles sont vos obligations. C'est très important en tant que chercheur. Maintenant, on va voir quelles sont les conduites responsables, comment combattre cette dérive. Il y avait les conduites inappropriées, comment les stopper. Adopter une conduite responsable et combattre les dérives. Les dérives, c'est qu'on fait quelque chose de ne pas bien. Quelles sont ces dérives? Premièrement, il y a la fraude scientifique. La fraude, c'est un acte, c'est une action destinée à tromper le champ de la recherche scientifique pour gagner un avantage personnel, parfois au détriment des autres. En résumé, c'est quoi la fraude scientifique? Comme trois types de fraude scientifique. Premièrement, la falsification de données, notamment pour l'altération des résultats défavorables à une hypothèse. Des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait un travail, mais vous n'arrivez pas au résultat souhaité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de falsifier les données, comme ça, vous allez tomber sur un bon résultat. C'est une fraude scientifique où les qui sont dans le domaine, ils sont connaisseurs du domaine. Lorsque vous allez falsifier, ils vont donc faut pas croire on est intelligent, ça peut passer. La deuxième fraude scientifique, c'est la fabrication de données. Des fois aussi, on ne trouve pas de données alors qu'on commence à fabriquer des données nous-mêmes, alors qu'elles n'existent pas en réalité. Mais à la belle, comme lorsque vous allez fabriquer des données, vous allez tomber sur des résultats qui sont interprétables. Ça ne mène à rien de falsifier les données. La troisième fraude scientifique, c'est le plagiat. C'est le plus grand problème. Le plagiat, c'est copier sur quelqu'un d'autre et dire que le travail, c'est le mien, sans mentionner le nom de l'auteur qui a fait ce travail. Voilà. C'est en général quels sont les types de fraude scientifique. Maintenant, on va voir, puisqu'on parle dans le milieu universitaire, quelles sont les fraudes dans l'enseignement.
L'utilisation totale ou partielle d'un texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à l'occasion d'un examen ou d'une activité. C'est le plagiat. Je vais utiliser un texte partiel. Je vais utiliser une partie d'un texte, je vais copier une partie d'un texte ou bien je le prends tel qu'il est et je dis le travail c'est le mien. C'est le plagiat, c'est la fraude scientifique. Deuxièmement, l'exécution par une autre personne d'un travail ou d'une activité faisant l'objet d'une évaluation. C'est-à-dire pour gagner, c'est quelqu'un d'autre qui me fait le travail et moi je vais le publier. Généralement, je l'ai rencontré dans les tests de master, PFE on trouve que les étudiants, ils apportent des résultats vraiment très importants. Lorsqu'on commence à... Premièrement, ce n'est pas leur travail, c'est un travail que quelqu'un d'autre, ils vont l'attribuer à eux-mêmes, à eux. Non, le travail, je l'ai fait. Il fait comme tôt ou tard, il fait parce que lorsqu'on va commencer à vous poser des questions, à essayer de comprendre comment vous allez vous coincer. Donc, évitez de faire ces manières. Le but, le mieux, c'est de faire un travail, de le faire correctement, quel que soit le résultat que vous avez obtenu, mais c'est votre propre travail. C'est ça le but de la recherche. D'accord. Maintenant, le recours à toute aide non autorisée à l'action d'un examen ou pour la réalisation d'un travail. Quand vous le savez, tout le monde en tant qu'étudiant, vous êtes au courant de l'examen. Il y a toujours des gens, ceux qui veulent copier, il y a d'autres qui veulent parler avec et ainsi de suite. Donc, il veut avoir de l'aide par n'importe quel moyen. C'est de la fraude scientifique et vous serez pénalisé pour ça. L'autre fraude, c'est la présentation sans autorisation d'un même travail dans différents cours. Par exemple, là, si je vous donne un travail à faire pour vous faire l'évaluation, supposons j'ai 10 groupes. Il y a des personnes du 3e groupe qui vont faire le même travail que les personnes dans le 7e groupe. Ils vont m'envoyer le travail. Ils vont changer leur nom. Généralement aussi, on va les comptes rendus, les travaux pratiques, ou même les devoirs de maison. On voit que quelqu'un il travaille et l'autre il recopie intégralement son travail. Et c'est de la fraude. Laquelle vous croyez que vous allez tromper l'enseignant ou bien les gens qui vont analyser ou bien évaluer votre travail, mais vous vous trompez. Vous vous trompez vous-même. Donc, ça va se répercuter négativement sur vous, tôt ou tard. Donc, essayez ces manières-là, essayez d'éviter ces conduites, elles ne sont pas acceptables. Les fraudes, les types de fraudes, tant que vous serez au courant, donc il ne faut pas dire je ne sais pas, ou je n'étais pas au courant, je ne sais pas, c'est une fraude. Non, tant que vous avez fait le module d'éthique et déontologie, maintenant vous êtes au courant. Vous êtes au courant de vos obligations. Alors, vous n'avez aucun justificatif à notre jour pour vous défendre. L'avant-dernière, c'est l'obtention par moyen illicite de questions ou de réponses d'examen. On les voit, il y a des gens qui essaient par n'importe quel moyen pour avoir le sujet de l'examen ou bien les réponses d'examen. Enfin, l'échange d'informations pendant l'examen. Comme le point pendant l'examen.
Il y a quelqu'un qui fait un exercice, l'autre qui fait. Il y a plusieurs types de fraude. في l'examen, كامل تعرفوهم. Donc, évitez de les faire parce que il se peut qu'une fois, il y a des enseignants, les filles, comme ils ne font rien, mais il se peut que vous allez tomber sur un enseignant et il fait son travail. Il va vous dénoncer. Donc, vous allez passer par un conseil de discipline et ensuite, ça dépend qu'est-ce qu'on va décider pendant ce conseil. Donc, évitez de faire les conduites qui ne sont pas acceptées. D'accord? D'accord, madame. Ouais, bien. Maintenant, on va voir quelles sont les conduites contre la fraude. Il y a plusieurs façons pour ne pas aller dans le détail. Donc, on vous dit que la lutte contre la fraude a de nombreuses facettes qui vont de la prévention à la détection et à la sanction. Donc, il y a trois manières d'éviter de la fraude. Premièrement, la prévention. La prévention, c'est la plus importante. Il y a la qualité de la documentation à la fraude. C'est-à-dire, on doit on doit publier les textes. Par exemple, si vous faites du plagiat pendant l'examen, voilà comment vous serez sanctionné. Vous allez le trouver sur le site de l'université. Donc, les lois en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, quelles sont les sanctions, quels sont les articles. Chaque article, il va traiter, par exemple, le plagiat, la fraude sur l'examen. Donc, chaque type de fraude, il a une sanction. Donc, vous êtes au courant, il est sur le site de Jama. Il faut donc, on est en train de le discuter, d'en parler, faire le module. Donc, vous êtes au courant. Les textes, ils sont formés par, c'est-à-dire ce sont des textes, ce sont des lois qu'il faut les respecter. Elles sont bien formulées, les lois. Donc, c'est ça, avec ces lois, on va essayer de stopper cette fraude. Les appels d'offres transparentes, je ne vais pas vous enlever avec ça. Le deuxième point, c'est la détection et enquête. Bien sûr, lorsqu'on fait des enquêtes, généralement, c'est-à-dire c'est la volonté de faire respecter la loi par des organes compétents et qualifiés au sein des États membres. Je vais faire l'enquête. Par exemple, il y a eu une fraude collective, il y a un examen ou lorsque je vais faire l'enquête, je vais envoyer des gens qui sont qualifiés, des gens qui sont compétents pour faire cette enquête. D'accord? Je ne vais pas envoyer n'importe qui et je n'aurai pas un résultat. Et bien sûr, pour faire l'enquête, c'est une coordination entre les différents membres de cette commission. Il y a des informations bien coordonnées. C'est avec cette manière-là qu'on peut éviter la fraude. Poursuite et sanctions. Une poursuite et une sanction, tout en tant qu'étudiant. Si vous ne serez pas sanctionné pendant la fraude de l'examen, vous allez encore tenter de le faire. Donc, c'est très important. N'importe qui, maintenant, que ce soit enseignant ou bien étudiant, si on fait une faute, on fait de la fraude, on doit être sanctionné. C'est pour être l'exemple à quelqu'un d'autre, pour éviter la fraude. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Voilà, vous êtes contre la sanction في la France. Je pense que ça aide comme bien sûr. Il y a des gens qui sont très sérieux, qui travaillent correctement. Vraiment, je leur tire chapeau. C'est bon jusque-là? Je termine quand même. Oui, madame. Madame. Très bien, très bien, Mounir, très bien, quand même. Voilà. Maintenant, on va voir donc c'est quoi le plagiat. Le plagiat, tout à l'heure, on a vu la fraude scientifique, comment stopper la fraude. Maintenant, on va voir le plagiat. C'est quoi le plagiat? Le plagiat consiste en l'approbation d'un contenu, d'un texte, image, tableau, graphique, total ou partiel, sans le consentement de son auteur ou sans citer ses sources. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et si on veut copier une image ou bien un texte ou bien un tableau, il faut citer la source. Sinon, c'est du copier-coller, c'est du plagiat. Maintenant, on va voir directement quels sont les différents types de plagiat. Accidentel. C'est quoi le plagiat accidentel? Les causes du plagiat accidentel, d'après les excuses fournies par les plagiaires, ce sont les gens qui font du plagiat, relèvent le plus souvent de la méconnaissance des règles. Or, nul n'est censé ignorer les règles d'usage. Des fois, on fait du plagiat avec involontairement, accidentellement. C'est pas mon but de copier voilà, le travail, un travail de quelqu'un d'autre, mais c'est-à-dire j'ai essayé d'apporter quelque chose d'important le travail je l'ai mis dans mon article ou bien dans mon travail, mais malheureusement j'ai oublié de citer le nom terme. Ce qu'on appelle le plagiat accidentel, mais malheureusement on ne veut pas dire que vous aviez la bonne intention, ou que vous ne voulez pas plagier. On va directement vous sanctionner. Le plagiat, c'est le plagiat. Quel que soit comment, est-ce que vous l'avez fait accidentellement ou bien vous l'avez fait volontairement. Donc, vous serez sanctionné de la même manière. Voilà. Le deuxième type de plagiat, c'est le plagiat intentionnel. Où l'auteur copie sciemment son travail sur celui d'une ou plusieurs personnes. Intentionnel, il le fait volontairement, le plagiat. Que ce soit il copie fait un examen, il copie exactement la copie de l'étudiant qui est un travail, on vous a donné un travail, un devoir, tout le monde, vous allez le faire, vous allez le copier intégralement. Même les fautes, les virgules, les mêmes fautes, vous allez les répéter. Donc, c'est du plagiat intentionnel, volontaire. Le troisième type, c'est le cyberplagiat. Le cyberplagiat, c'est lorsqu'on fait le plagiat par l'Internet. Ça, voilà, ça consiste à information sur le web sans indiquer ses sources. On fait c'est-à-dire on fait la recherche par exemple si je prends mon cas pour préparer un cours, je vais voir plusieurs recherches, plusieurs travaux pour la même chose. Par exemple, je vais prendre le cas des pompes, je vais prendre Naqral pour plusieurs auteurs, je vais essayer j'ai comme par exemple le cours quelque chose de plus simple à comprendre et un thomas que vous allez assimiler vite. C'est un cours par exemple, je peux le mettre et je peux le présenter, mais je ne peux pas dire mais c'est mon travail. Par exemple, je ne peux pas le travail que je vous ai donné, je vais me l'approprier. Après, par exemple, le chapitre, je dis, si je l'ai fait j'écris mon nom.
Si je ne l'ai pas fait, je tourne l'internet, j'ai pas le droit de mettre mon nom sur ce travail parce que il ne m'appartient pas. Sinon, ce que j'ai fait, c'est du cyberplagiat. Donc, la même chose, lorsque on vous donne un travail à faire, ou bien vous préparez votre PFE, ou votre rendu, vous êtes libre de faire, bien sûr, on collecte des informations, des textes, on fait des copier-coller, mais il y a des gens, il faut citer des mails la source pour éviter le plagiat. D'accord jusque-là? Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il reste encore? Voilà, il y a le quatrième type de plagiat, c'est l'autoplagiat. C'est quoi l'autoplagiat? C'est quelque chose, je le fais moi. Je vais faire de plagiat sur moi-même. Comment avec ça consiste en quoi? Par exemple, d'après la définition, l'autoplagiat désigne la pratique qui consiste à remettre une copie d'un même travail à divers enseignants quand le contexte s'y prête, ou de remettre le même travail au même enseignant dans le cadre de plusieurs cours différents. Généralement, l'autoplagiat, par exemple, j'ai fait un travail, j'ai trouvé des résultats, j'ai publié un article à partir de ce travail, et ensuite, maintenant, je cherche à publier un autre article. Là, j'ai pas eu le temps de travailler, ou là, je ne trouve pas de thème, ou là, je ne trouve pas de données. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une partie avec le travail que j'ai déjà publié, et je vais essayer de le maquiller, de changer un peu, changer les images, et je vais essayer de l'envoyer à notre revue, ou bien de l'enseignant, pour dire c'est mon travail, c'est un autre travail. Moi, j'ai fait le plagiat sur moi-même. Donc, même si le travail, c'est vous qui l'avez fait avant, vous serez pénalisé, vous serez sanctionné. J'ai fait de l'autoplagiat. Vous avez recopié encore un travail que vous avez déjà publié. Donc, c'est du plagiat. Voilà. Ce sont les différents types que vous allez lesquels qu'il existe le plagiat. Maintenant, donc c'est une récap, c'est un résumé. On vous dit que voilà quelques exemples du plagiat. Copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page web sans le mettre en guillemets ou sans mentionner la source. Généralement, lorsqu'on copie un passage d'un livre, ou là, on prend un paragraphe, ou là, une phrase, ou là, qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre entre guillemets et on cite la source. Par exemple, là, je prends la phrase. Par exemple, parce que ce n'est pas la mienne, et je cite l'auteur juste après. On va la voir juste après, tout de suite. Le deuxième type de plagiat, insérer dans un travail des images graphiques des données provenant des sources externes. On a déjà parlé, donc j'ai des images ou bien des tableaux, et on le met dans notre travail sans citer les sources. Résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots. Des fois, dans un autre type de plagiat, on ne copie pas le texte tel qu'il est, mais on va essayer de le résumer. Je le résume, je le mets, mais source. C'est du plagiat. Qu'est-ce qu'on fait? On aille à des sources en anglais ou en allemand, et on fait la traduction de ces sources-là, et on dit que c'est le travail d'Anna. Alors que impossible, c'est faux. Et c'est du plagiat. Quelle que soit la source, quelle que soit, en anglais, en italien, vous faites la traduction, il faut toujours mentionner la source pour éviter toute sanction.
Réutiliser un travail produit dans un autre cours, on l'a déjà parlé, utiliser le travail d'une autre personne et le présenter comme le sien. Donc, généralement, les différents types de plagiat. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, moi, attends. Pas de questions. J'ai lu le cours. On va maintenant voir comment éviter le plagiat. Premièrement, voilà, donc on va aller directement en faisant des citations. Comment on fait des citations? Quand vous voyez l'exemple, une citation textuelle doit être entre guillemets introduite par une phrase ou un mot. La référence du document cité doit apparaître sans ambiguïté. Plusieurs méthodes existent. Nous recommandons celle de la note bas de page. Voilà. Par exemple, vous voyez, voilà, on vous donne un exemple. Vous voyez l'exemple? Vous voyez l'exemple de citation. Par exemple, je veux reprendre un texte un livre, une thèse, voilà, je peux écrire comme l'écrit l'astrophysicien, je cite la phrase. J'écris le contenu du paragraphe ou bien de la phrase qu'il a fait. Ensuite, c'est une façon, il existe plusieurs. Je mets par exemple un point, comme exposant 1. بعد أنا صحيح au bas de la page, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre la référence هذه. Je dis j'écris l'auteur Sylvie Vauclair, donc c'est la terre, l'espace au-delà, exactement la source la page le livre ou la bibliothèque et ainsi de suite. Je dois mentionner la source. Je peux le faire. Premièrement, نحط un indice comme exposant, en bas de page, je le mets en bas de page, ou bien je peux par exemple mettre un entre parenthèses ou entre crochets, et ensuite je vais faire les références bibliographiques. Parce que lorsque vous allez faire un travail, votre projet de fin d'études, après la conclusion, on trouve les références bibliographiques. Quelles sont les références sur lesquelles vous avez travaillé? Donc, vous allez citer les noms de les revues ou les thèses que vous avez fait, que vous avez consultées. Par exemple, je le mets entre parenthèses. 1, par exemple, je lui donne le chiffre 1 et lorsque je vais aller en référence bibliographique, je mets 1, l'auteur Sylvie Vauclair, la terre, l'espace, et ainsi de suite. Quelles les informations, la source de ce paragraphe ou bien de ce texte. C'est clair jusque-là parce que c'est très important, les références bibliographiques. Je vous le dis encore, parce que ça dépend sur qui vous allez tomber. Surtout, premièrement, parce que vous êtes les masters, les futurs ingénieurs, vous allez, Inch'Allah, soutenir l'année prochaine. Il y a des gens qui... ça dépend sur quel enseignant vous allez tomber, que chacun a une vision pour l'évaluation de votre travail. Il y a des notes aussi qui sont faites pour les références bibliographiques. Lorsque, personnellement, quelle que soit la qualité du travail que vous avez présenté, ce qui m'intéresse aussi, c'est voir les références bibliographiques à la fin. Lorsque vous allez mettre chaque fois la source, les noms des auteurs, les numéros, les chiffres, je vais les trouver sur les références, maintenant, vraiment, vous avez fait un bon travail. Donc, vous avez cité toutes les références sur lesquelles vous avez travaillé. Donc, lorsque vous faites un travail, il faut le présenter correctement. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là?
Il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais aller. Maintenant, on va voir c'est quoi insertion d'illustration. L'illustration générale, les images, ce sont les images, les photos, les schémas et les tableaux. Donc, comment on les insère? Quand, par exemple, j'ai présenté, par exemple, je veux comparer mes résultats avec et je le connais, mais bien sûr, je dois toujours citer la source heavy. Par exemple, l'exemple de cette image. هذه أنا جبتها je sais pas من الانترنت ولا l'image. Je l'appelle, je lui donne son nom parce que كيما هذا c'est par exemple c'est un cratère d'un volcan. Je mets ou bien je peux mettre tout de suite entre parenthèses par exemple je mets le nom si c'est moi qui l'ai fait cette image. Je mets mon nom et je mets la date. Si je l'ai copié sur l'internet ou là, je dois mettre la source. Comment je mets je dois mettre, par exemple, je mets les sources internet ou bien généralement je mets le lien de cette image. Ou bien aussi, je peux mettre comme tout à l'heure, je vais mettre un exposant là, c'est un 1, et en bas de page, je vais citer la source. Donc, c'est le monde en image et d'accord? Quel que soit un texte, une image, un tableau, il faut citer la source. Ou bien, c'est une autre forme de présentation, donc je mets l'image, voilà, exactement, et sur le côté, je mets la source, d'où j'ai importé l'image. On appelle exemple avec note de bas de page, la source elle est en bas de page. La deuxième, avec source indiquée sur l'illustration. L'illustration, c'est photo, image et tableau. Je la mets, la source directement sur la photo. Et la troisième, exemple, je vais faire un renvoi à la table des illustrations. Parce que c'est sûr que le travail le tableau des pardon, je vais mettre la liste des tableaux, la liste des figures, la liste des photos et je peux faire un renvoi. Lorsque je vais cliquer le lien 1, il va directement et le table les photos par exemple et je vais voir la source. Je peux la lire directement la photo. L'exemple 1 renvoie à la référence 1 dans la table des illustrations, située en fin de rapport. Des fois, on a le fin du rapport ou la fin du mémoire. D'accord? Donc, généralement, c'est en ce qui concerne les images. On a fait une partie d'un texte, citation d'un texte. Les illustrations, images, tableaux et photos. Et la prochaine fois, on va voir la plus importante aussi, c'est en utilisant le paraphrase, ensuite les textes vers la bibliographie. C'est très important les références bibliographiques. J'espère que vous m'avez suivi. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, madame. Donc, je vous conseille de bien comprendre les références bibliographiques, c'est très important. Important en tant que module, en tant que matière, important pour votre mémoire ou bien thèse de doctorat, Inch'Allah. Donc, il faut bien le comprendre, c'est très important. Parce qu'elle a une note, les références bibliographiques. C'est bon, vous n'avez pas de questions? Très bien. Donc,
Je vous remercie d'avoir assisté à la prochaine séance. Et comme la prochaine séance, donc Inch'Allah, ça sera pour la semaine prochaine et ça sera un mardi. Donc on revient au cycle habituel. D'accord? Oui. D'accord. D'accord. D'accord, madame, Donc, merci. merci, merci, يعطيكم الصحة d'avoir participé.